La nuit avant mon 65e anniversaire, ma défunte épouse Elisabeth m'est apparue en rêve et m'a chuchoté avec urgence. « Ne porte pas la chemise de Maxime et Léa Dubois. Je t'en supplie, ne mets pas cette chemise. » Je me suis réveillé en sueur froide, le cœur battant la chamade. C'était vrai, mon fils Maxime et sa femme Léa m'avaient récemment offert une magnifique chemise pour mon anniversaire. Quand je l'ai examinée de près le lendemain, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Avant d'aller plus loin dans cette histoire terrifiante, je suis curieux. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Laissez votre ville et l'heure dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir combien d'entre vous ont appris à faire confiance à ces sensations mystérieuses qui nous avertissent que quelque chose ne va pas. 3h17 du matin. La lueur rouge du réveil numérique perçait l'obscurité alors que je me réveillais en sursaut, haletant comme si j'avais été sous l'eau. Mon pyjama collait à mon dos, trempé de sueur froide. Malgré la douce nuit de printemps à Lyon, Elisabeth se tenait au pied de notre lit, aussi vivante que le jour où nous nous sommes mariés il y a 43 ans. Ses cheveux argentés brillaient au clair de lune, et ses yeux bruns chaleureux, qui m'avaient guidé pendant des décennies, brûlaient maintenant d'une urgence désespérée. « Jean-Claude », avait-elle dit avec cet accent lyonnais familier, « écoute-moi bien maintenant, ne porte pas cette chemise que Maxime et Léa t'ont apportée. Tu m'entends, mon chéri ? Ne mets surtout pas cette chemise bleue. » 3 fois, elle avait répété ces mots, chaque fois plus insistante, avant de se fondre dans les ombres comme la brume matinale. Je me suis redressé, les mains tremblantes, passant mes doigts dans mes cheveux gris. La maison craquait autour de moi, avec des sons familiers. 28 ans dans ce quartier de la Croix-Rousse. Pourtant, cette nuit, tout semblait différent. Par la fenêtre, la lumière du porche des Merciers projetait des ombres inquiétantes sur leur pelouse. Il y a 2 semaines, Maxime et Léa étaient arrivés pour le déjeuner dominical avec leurs cadeaux. La présentation était élaborée. Boîte de grands magasins coûteuses, papier de soie, tout le tralala. Ma belle-fille avait été inhabituellement animée. Ses cheveux blonds parfaits, son sac à main de créateur serré comme une armure. « Papa, c'est pour ton grand jour », avait annoncé Maxime, ses yeux verts brillants, de ce que j'avais cru être une affection sincère. La chemise était superbe, bleu marine profond avec des rayures subtiles, coton égyptien aussi doux que de la soie. C'est Léa qui l'a choisi spécialement. Elle a dit qu'elle ferait ressortir tes yeux. Léa avait hoché la tête avec enthousiasme, ses mains manucurées gesticulant. Nous voulions quelque chose de vraiment spécial, Jean-Claude. 65 ans, c'est un événement important. Tu auras l'air si distingué à la fête. Maintenant, dans l'obscurité précédant l'aube, leur insistance semblait différente. Pourquoi Léa avait-elle été si précise sur le tissu, la coupe, comment cela photographierait sous l'éclairage du restaurant? Pourquoi Maxime avait-il mentionné 3 fois que je devais absolument la porter pour la célébration de demain au bouchon des Cordeliers? Je me suis dirigé vers la cuisine, passant devant les photos de famille alignées dans le couloir. La remise de diplôme de Maxime, son mariage avec Léa il y a 5 ans, les vacances couvrant des décennies de ce que j'avais cru être un vrai bonheur. Devant l'évier, j'ai rempli un verre d'eau, le liquide frais ne faisant rien contre le goût métallique de la peur dans ma bouche. 47 ans de mariage m'avaient appris à faire confiance aux instincts d'Elisabeth, même quand ils défiaient la logique. Elle m'avait mis en garde contre des associés qui avaient ensuite détourné des fonds, contre des voisins dont les façades amicales cachèrent des intentions plus sombres, contre des investissements qui semblaient trop beaux pour être vrais. Mais là, c'était notre fils. Dehors, Lyon commençait son lent réveil. Les camions poubelles grondaient au loin. Les premiers navetteurs démarraient leurs moteurs, sons normaux d'un mardi matin normal. Pourtant, plus rien ne semblait normal. La voix d'Elisabeth résonnait avec une clarté cristalline, portant la même conviction qui avait guidé chaque décision familiale majeure que nous avions jamais prise. Même dans la mort, elle essayait de me protéger. Quand le matin est arrivé, j'ai essayé de chasser le rêve, mais la voix d'Elisabeth continuait de résonner dans mon esprit alors que je me dirigeais vers la cuisine.
L'arôme du café et des œufs brouillés remplissait notre cuisine, tandis que Maxime et Léa préparaient ce qu'ils appelaient un petit déjeuner d'anniversaire parfait. Mon fils se déplaçait entre la cuisinière et le comptoir, tandis que Léa disposait du jus d'orange dans des verres en cristal, insistant pour utiliser notre meilleure vaisselle. « Joyeux anniversaire, papa !» Maxime a posé des œufs bénédictines devant moi avec emphase. 65 printemps aujourd'hui. Léa s'est perchée sur sa chaise, vêtements de sport de créateur impeccable malgré l'heure matinale. Ses yeux bleus étudiaient chacune de mes expressions. Nous voulions rendre ce matin spécial, avant la célébration de ce soir. J'ai forcé un sourire, bien que l'avertissement d'Elisabeth résonnait encore dans mon esprit. Vous n'étiez pas obligé de vous donner tout ce mal. Absurde. Maxime a balayé ma protestation, s'installant dans sa chaise. En parlant de ce soir, son expression est devenue sérieuse, presque urgente. « Papa, tu dois absolument porter cette chemise bleue que nous t'avons choisie. Elle est parfaite pour ton grand jour. » Quelque chose dans son ton a fait s'arrêter ma fourchette. Il y avait une insistance là, une pression qui semblait complètement déplacée venant de mon fils. Léa s'est penchée en avant, ses doigts manucurés tambourinant contre la table en chêne. « Tu l'as essayé, n'est-ce pas, Jean-Claude ? Nous l'avons fait ajuster spécialement. La couleur sera magnifique en photo sous l'éclairage du restaurant. » « Je n'en ai pas encore eu l'occasion, » ai-je répondu prudemment, observant leur réaction. La mâchoire de Maxime s'est crispée, tandis que le sourire de Léa semblait se figer. « Eh bien, tu devrais définitivement le faire aujourd'hui, » a-t-elle insisté, sa voix portant une note que je ne pouvais identifier. Nous voulons que tout soit absolument parfait pour ce soir. La chemise, la célébration, tout. Mon téléphone a vibré, affichant le nom de Julie. J'ai accueilli l'interruption avec soulagement. « Salut ma chérie », ai-je répondu en me dirigeant vers la fenêtre. « Joyeux anniversaire, papa !» La voix chaleureuse de Julie a soulagé une partie de la tension dans ma poitrine. Nous sommes à 20 minutes. Hugo n'arrête pas de parler du gâteau d'anniversaire de papy depuis qu'on a quitté la maison. J'ai ri, imaginant mon petit-fils de 4 ans. Dis-lui que papy a hâte de le voir aussi. Thomas voulait que je demande le code vestimentaire pour ce soir. Il devrait porter un costume. Ah, décontracté, chic devrait convenir. En raccrochant, j'ai surpris Maxime et Léa échangeant un regard. Bref, à peine une seconde, mais quelque chose est passé entre eux qui m'a fait serrer l'estomac. « Tout va bien avec Julie ?» demanda Maxime, ton soigneusement désinvolte. « Elle va bien. Ils seront là bientôt. » J'ai étudié le visage de mon fils. Quand ces rides d'inquiétude étaient-elles apparues autour de ses yeux? Quand son sourire avait-il commencé à paraître si forcé? Léa s'est éclairci la gorge. « Jean-Claude, à propos de cette chemise, cela nous ferait vraiment plaisir si tu la portais ce soir. Nous avons mis tellement de réflexion dans son choix et Maxime était si enthousiaste à l'idée de te surprendre. » C'était encore là, cette pression sous-jacente, cette insistance ressemblant plus à une exigence qu'à une demande. En 35 ans, en tant que père de Maxime, je ne l'avais jamais entendu parler avec une telle urgence de quelque chose d'aussi simple qu'un vêtement. Je me suis souvenu du dimanche où ils avaient présenté le cadeau, comment Léa avait insisté pour rester pendant que je l'ouvrais, observant ma réaction avec des yeux perçants. Comment Maxime avait répété 3 fois que je devais simplement la porter. Bien sûr, me suis-je entendu dire, bien que chaque instinct criait des avertissements. Je suis sûr qu'elle sera parfaite. Les épaules de Maxime se sont visiblement détendues et le sourire de Léa a finalement atteint ses yeux. Ils ont terminé le petit déjeuner avec un bavardage renouvelé sur les plans de la soirée, les réservations au restaurant, la liste des invités. Conversation normale qui aurait dû sembler confortable, mais qui me donnait plutôt l'impression de regarder des acteurs jouer une scène répétée. Après le départ de Maxime et Léa pour le travail, la maison est tombée dans le silence, et c'est alors que l'avertissement d'Elisabeth a commencé à ressembler moins à un rêve et plus à une prémonition. L'après-midi s'est étiré interminablement.
chaque tic-tac de l'horloge grand-père résonnant dans la maison vide. Julie n'arriverait qu'à 18 heures, et la célébration d'anniversaire n'était pas avant 19 heures. Des heures de solitude remplies de rien d'autre que l'avertissement persistant d'Elisabeth. J'ai essayé de lire Le Progrès, mais les mots se brouillaient, sans signification. Mon esprit revenait sans cesse au petit déjeuner, à l'étrange intensité dans la voix de Maxime quand il avait insisté pour que je porte cette chemise particulière. À 15 ans, je ne pouvais plus le supporter. Le trajet vers notre chambre principale semblait plus long que d'habitude. Notre dressing sentait encore faiblement les sachets de lavande d'Elisabeth, un fantôme de réconfort qui aujourd'hui ne faisait qu'aiguiser mon malaise. La chemise pendait où je l'avais laissée 2 semaines auparavant, protégée par une housse transparente entre mon costume du dimanche et ma veste bleu marine. Même à travers le plastique, le tissu bleu profond scintillait de qualité, les rayures subtiles captant la lumière du plafonnier. J'ai ouvert la housse, reconnaissant soigneusement le poids du coton égyptien coûteux. C'était facilement une chemise à 300 €, peut-être plus. Le genre de cadeau extravagant qui aurait dû me remplir de gratitude, pas cette anxiété rongeante. La transportant vers la fenêtre où le soleil de l'après-midi entrait à flot, je l'ai examinée de près. L'artisanat était impeccable. Couture parfaitement alignée, boutons en nacre, poignets français parlant d'élégance d'antan, tout criait sophistication et sélection réfléchie. Alors pourquoi la regarder me donnait-elle la chair de poule? J'ai étalé la chemise sur notre lit king size, le même lit où Elisabeth était apparue des heures plus tôt. Le tissu gisait lisse et immaculé, ne montrant aucun signe de manipulation. Pourtant, quelque chose semblait anormal. Méthodiquement, j'ai passé mes mains sur la surface de la chemise, commençant par les épaules et descendant. Le tissu semblait cohérent, poids uniformes partout sur le corps et les manches. Mais quand mes doigts ont atteint la zone du col, j'ai fait une pause. Il y avait quelque chose de différent là, pas visible, mais indéniable au toucher. Une légère épaisseur, comme si un matériau supplémentaire avait été cousu entre le tissu extérieur et la doublure intérieure. Subtil, à peine perceptible, à moins que vous ne cherchiez spécifiquement, mais définitivement présent. Mon cœur a commencé à battre fort alors que j'examinais la zone plus attentivement. Le col semblait normal. Les coutures semblaient professionnelles et intactes. Pourtant, cette épaisseur supplémentaire restait concentrée dans une petite section, juste derrière l'endroit où le col reposerait contre mon cou. Je me suis reculé, fixant le vêtement d'apparence innocente. Est-ce que je perdais la tête? Le chagrin et l'âge me rendaient-ils paranoïaque à propos d'une chemise de ville parfaitement normale? Maxime était mon fils, ma chair et mon sang. Léa ne m'avait jamais montré que du respect et de l'affection. Mais la voix d'Elisabeth murmurait à travers ma mémoire avec une clarté absolue « Ne porte pas cette chemise ». En 47 ans de mariage, ma femme ne s'était jamais trompée, pas une seule fois. Elle m'avait mis en garde contre des entrepreneurs essayant de nous surfacturer, insisté pour que j'obtienne des deuxièmes avis sur des traitements médicaux, m'avait convaincu d'éviter des partenariats commerciaux qui auraient coûté mes économies de retraite. Elisabeth possédait une intuition qui frôlait le surnaturel, une capacité à sentir le danger que j'avais appris à faire confiance complètement. Même la mort, semblait-il, n'avait pas diminué ce don. Debout dans notre chambre, entouré de 43 ans de souvenirs partagés, j'ai pris ma décision. S'il y avait ne serait-ce que la moindre chance que quelque chose n'allait pas avec cette chemise, je devais savoir. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais les ciseaux à couture dans l'ancienne boîte à couture d'Elisabeth. Si je me trompais, j'avais ruiné le cadeau coûteux de Maxime. Mais si j'avais raison, les petits ciseaux à couture semblaient impossiblement lourds dans mes mains tremblantes, alors que je les positionnais contre le col de la chemise. La vieille boîte à couture Singer d'Elisabeth était ouverte à côté de moi sur le lit, son contenu éparpillé comme des instruments chirurgicaux, bobines de fil, mètre ruban, le petit dé en argent qu'elle avait usé avec des décennies d'utilisation. J'ai pris une respiration stabilisatrice et fait la première coupe.
Le tissu s'est séparé facilement sous la lame tranchante, révélant la construction intérieure de la chemise. Au début, tout semblait normal. Entoilage standard, couture professionnelle, matériaux de qualité partout. Mais alors que j'élargissais soigneusement la petite ouverture, quelque chose d'inattendu est tombé. Une poudre blanche fine, délicate comme du sucre glace, s'est répandue sur notre couvre-lit bleu foncé en un mince filet. Je me suis reculé instinctivement, les ciseaux tombant bruyamment sur le parquet, alors que plus de substance continuait à tomber de la poche cachée que j'avais involontairement ouverte. Pendant un moment, je ne pouvais que regarder fixement. La poudre était inodore, presque sans poids, se déposant dans le tissage du tissu comme de la neige fraîchement tombée. Il y en avait peut-être une cuillère à soupe, peut-être moins, mais sa présence dans mon cadeau d'anniversaire a envoyé de l'eau glacée dans mes veines. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait délibérément cousu cette substance dans le col de ma chemise, la dissimulant si expertement que même un examen attentif n'avait pas révélé sa présence. Seul l'avertissement d'Elisabeth m'avait conduit à cette découverte. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais mon téléphone, faisant défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom dont j'avais besoin. Le docteur René Fontaine avait été mon ami depuis l'université. Un chimiste brillant qui avait passé 30 ans à analyser tout, des composés industriels aux ingrédients pharmaceutiques. Si quelqu'un pouvait me dire ce qu'était cette poudre, ce serait René. Jean-Claude, sa voix portait la surprise quand il a répondu. « C'est inattendu, comment vas-tu ?»« René, j'ai besoin de ton aide. » Les mots se sont précipités. J'ai trouvé quelque chose et je pense que quelqu'un essaie de me faire du mal. La ligne est restée silencieuse un moment. Quand René a reparlé, son ton était passé à une préoccupation professionnelle. Quel genre de quelque chose? Poudre blanche, fine, comme de la farine ou de la fécule de maïs. Elle était cousue dans un col de chemise, cachée où personne ne la trouverait à moins de chercher spécifiquement. Mon Dieu, Jean-Claude, ne la touche plus. Ne respire même pas près d'elle jusqu'à ce que nous sachions ce que c'est. Tu peux m'apporter un échantillon à mon laboratoire. De combien as-tu besoin? Juste une pincée scellée dans un sac plastique. Mais Jean-Claude, sa voix portait un poids qui m'a fait serrer l'estomac. Sois extrêmement prudent en la manipulant. Si quelqu'un s'est donné la peine de cacher de la poudre dans des vêtements, ce n'est pas du talc pour bébé. Le trajet vers le laboratoire de René à l'université Claude Bernard Lyon 1 a semblé interminable, bien que l'horloge de mon tableau de bord n'ait montré que 15 minutes écoulées. J'avais soigneusement collecté un petit échantillon en utilisant une cuillère en plastique, le scellant dans un sac Ziploc tout en retenant ma respiration. Le reste de la poudre restait éparpillé sur notre couvre-lit. Preuve de ce que je commençais à comprendre pouvait être une tentative sur ma vie. René m'a rencontré à l'entrée latérale du bâtiment, son comportement habituellement joyeux remplacé par un professionnalisme sinistre. À 63 ans, il maintenait toujours l'intensité concentrée qui avait fait de lui l'un des chimistes légistes les plus respectés du sud-est de la France. « Laisse-moi voir », dit-il sans préambule, me guidant à travers des couloirs stériles vers son laboratoire privé. J'ai remis l'échantillon, le regardant l'examiner sous une loupe avant de transférer une minuscule portion sur une lame de verre. Les 30 minutes suivantes ont semblé durer des heures, alors qu'il travaillait avec divers instruments, marmonnant occasionnellement pour lui-même ou prenant des notes sur un bloc-notes juridique jaune. Finalement, il a levé les yeux de son microscope, son visage pâle sous l'éclairage fluorescent dur. « Jean-Claude, dit-il doucement, c'est du poison. Poison de contact spécifiquement conçu pour être absorbé par la peau lorsqu'il est mélangé à la transpiration et à la chaleur corporelle. » Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Qu'est-ce que ça ferait? Porter contre ton cou pendant plusieurs heures, surtout pendant une activité physique ou un stress émotionnel. Comme une fête d'anniversaire où tu bougerais, parlerais, rirais, peut-être danserais. Cela provoquerait une absorption graduelle. D'abord, tu te sentirais légèrement étourdi, peut-être nauséeux. Ton rythme cardiaque augmenterait. En quelques heures,
Il s'est arrêté, luttant clairement avec ce qu'il devait me dire. En quelques heures, quoi. Arrêt cardiaque. Cela ressemblerait complètement à quelque chose de naturel. Un homme de 65 ans ayant une crise cardiaque pendant sa fête d'anniversaire. Personne ne le remettrait en question, surtout si tu avais bu du vin, mangé de la nourriture riche, ressenti l'excitation normale d'une fête. Alors que René expliquait comment le poison m'aurait tué lentement pendant la fête, le faisant ressembler à une crise cardiaque, une pensée m'a consumé. Mon propre fils voulait ma mort. René n'a pas perdu de temps avec le réconfort. Il a sorti son téléphone et a composé de mémoire. « Moreau, c'est René Fontaine. J'ai besoin de toi à mon laboratoire immédiatement. Tentative de meurtre. Poison. La victime est assise juste ici. » 20 minutes plus tard, l'inspecteur Moreau est entré par les portes du laboratoire d'un pas mesuré. Plus jeune que je ne l'aurais imaginé, peut-être 45 ans, avec des yeux bruns perçants et une attention concentrée qui expliquait pourquoi René l'avait appelé en premier. « Monsieur Dubois », dit-il en me tendant une poignée de main ferme. « Avant d'aller plus loin, je dois vous informer que votre fils Maxime est sur notre radar depuis 3 mois. » Les mots ont frappé comme un second coup de poing. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moreau s'est installé en face de moi, sortant un carnet. Les crimes financiers suivent une arnaque aux crypto-monnaies qui a coûté aux investisseurs lyonnais plus de 15 millions d'euros. Votre fils a perdu 2,5 millions dans ce stratagème. 2,5 millions? J'ai fixé, incapable de traiter. Maxime n'a pas ce genre d'argent. Il l'a emprunté à des gens très dangereux, le genre qui n'acceptent pas les excuses comme paiement. Mon esprit vacillait. Maxime n'avait jamais mentionné de problème, jamais demandé d'aide. Depuis combien de temps? Investissement initial il y a 8 mois, quand l'entreprise Bitcoin s'est avérée frauduleuse, ses créanciers lui ont donné 6 mois pour rembourser. Cette date limite est passée il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, quand Maxime et Léa m'avaient offert la chemise. « Inspecteur, j'ai une assurance vie, 3 millions d'euros. » Moreau a hoché la tête sombrement. « Nous savons. Maxime est le principal bénéficiaire. Votre fille en reçoit moins, mais la majeure partie va à votre fils. Les pièces se sont mises en place d'une manière écœurante. Ma célébration d'anniversaire publiquement fréquentée. L'insistance sur cette chemise spécifique. Si le poison avait fonctionné, je me serais effondré au bouchon des cordeliers, entouré de témoins de mon apparente bonne santé quelques instants avant ma crise cardiaque. Et Léa? L'expression de Moreau s'est assombrie. C'est là que ça devient intéressant. Léa Morrison a un casier, fraude à l'assurance dans le Var il y a 5 ans, charges abandonnées, preuves insuffisantes, mais le schéma correspond. Elle a épousé un homme plus âgé, l'a convaincu d'augmenter son assurance vie, et 6 mois plus tard, il est mort dans une chute apparemment accidentelle. Elle a déjà tué quelqu'un. Nous n'avons jamais pu le prouver. Cela semblait accidentel, elle était convaincante en tant que veuve éplorée, mais quand nous avons enquêté sur les problèmes de votre fils, son nom a déclenché des signaux d'alarme. J'ai pensé au comportement de Léa ce matin-là, son énergie nerveuse, comment elle avait observé chacune de mes réactions en discutant de la chemise. Avait-elle suggéré ce plan? Maxime avait-il été assez désespéré pour accepter d'assassiner son père? Monsieur Dubois, nous pensons que votre belle-fille est le cerveau. Votre fils a de sérieux problèmes, probablement terrifié, mais Léa a de l'expérience avec ce stratagème. Elle l'a probablement convaincu que c'était la seule issue. Alors maintenant quoi? Moreau s'est penché en avant. Nous les prenons en flagrant délit. Vous assisterez à votre fête d'anniversaire ce soir, exactement comme prévu. Mais au lieu de porter leur chemise empoisonnée, portez autre chose. Quand ils réaliseront que leur plan a échoué, ils paniqueront probablement et se révéleront. Vous voulez que je serve d'appât? Vous serez complètement en sécurité. Des agents en civil seront positionnés dans tout le restaurant. Au moment où ils montreront un comportement suspect, nous interviendrons. Je me suis assis dans ce laboratoire, entouré d'outils qui venaient de sauver ma vie, essayant d'imaginer faire face à mon fils à travers une table de dîner,
Sachant qu'il avait prévu de me regarder mourir, l'inspecteur Moreau a exposé le plan. J'assisterai à ma fête d'anniversaire comme prévu, mais en portant une chemise différente. Quand Maxime et Léa réaliseraient que leur plan avait échoué, ils paniqueraient probablement et se révéleraient. À 17h30, le plan de l'inspecteur Moreau était en marche. 3 agents en civil se fondraient dans la foule du soir, au bouchon des Cordeliers. Un se ferait passer pour un dîneur d'affaires, un autre pour un couple en célébration, le troisième au bar. Chacun aurait des lignes de vue claires sur notre table et un contact radio avec Moreau, surveillant depuis le parking. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, ajustant une simple chemise blanche que je possédais depuis des années. C'était étrange de porter quelque chose de si familier pour ce qui aurait dû être spécial, mais le contraste serait indéniable. Maxime et Léa avaient été très spécifiques sur la chemise bleue. La sonnette a retenti à exactement 18h01, suivie de petits pieds courants sur le parquet. « Papy! Papy !» La voix d'Hugo résonnait avec une pure joie de 4 ans. Je l'ai soulevé dans un câlin qui semblait plus précieux que jamais. « Voilà mon petit-fils préféré », ai-je dit en le serrant fort. « J'ai aidé maman à choisir ton cadeau », a annoncé Hugo fièrement. « C'est une surprise, mais c'est vraiment, vraiment bien. » Julie est apparue, ses cheveux auburn captant la lumière du soir. « Joyeux anniversaire, papa », dit-elle en m'embrassant avec le genre d'étreinte qui transmettait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Thomas a suivi avec un paquet emballé et un sourire facile. « Tu as l'air élégant, Jean-Claude. Prêt pour la grande célébration ?» Le trajet vers le bouchon des Cordeliers semblait surréaliste. Hugo bavardait sur le gâteau d'anniversaire, tandis que Julie discutait des dispositions de place. Conversation familiale normale, qui aurait dû me remplir de contentement, mais qui semblait plutôt comme des voix d'une autre vie. Le restaurant bourdonnait d'énergie du soir. Notre salle à manger privée était décorée de ballons et de fleurs, une bannière « Joyeux 65e anniversaire » sur un mur. Maxime et Léa sont arrivés peu après nous, tous deux impeccablement habillés avec des sourires éclatants qui n'atteignaient pas leurs yeux. Maxime portait du gris anthracite, Léa une robe cocktail noire, qui coûtait probablement plus que la plupart des salaires mensuels. « Papa !» L'étreinte de Maxime semblait normale, familière. Pendant un moment, j'ai presque réussi à me convaincre que l'inspecteur Moreau avait fait une terrible erreur. Puis ses yeux ont trouvé ma chemise. Le changement a été subtil, mais indéniable. Confusion suivie de quelque chose comme la panique. « Papa », dit-il prudemment, « où est la chemise bleue, celle que Léa et moi t'avons choisie ?»« Oh, ça !» ai-je répondu légèrement. « J'ai décidé d'opter pour quelque chose de plus confortable. Tu sais comment je suis avec les nouveaux vêtements. » Léa s'est avancée, son sourire maintenant plaqué. « Mais Jean-Claude, nous avons choisi cette chemise spécifiquement pour ce soir. La couleur, la coupe, tout était parfait pour les photos. Je suis sûr que celle-ci ira très bien pour les photos, ai-je dit, observant alors qu'elle échangeait un regard inquiet avec Maxime. D'autres invités sont arrivés, collègues, voisins, vieux amis qui avaient connu Elisabeth et moi depuis des décennies. La salle s'est remplie de rires et de conversations, le genre de célébration qui aurait dû marquer un anniversaire important. Mais j'observais plutôt Maxime et Léa. Ils se tenaient près des fenêtres, engagés dans une conversation chuchotée de plus en plus urgente. Les mains de Léa bougeaient de manière expressive, son agitation claire dans chaque geste. Maxime passait continuellement ses doigts dans ses cheveux, une habitude nerveuse depuis l'enfance. « Tout va bien ?» ai-je demandé, m'approchant d'eux pendant une accalmie dans les salutations. « Bien sûr, papa », répondit Maxime trop rapidement. « On discute juste du programme de la soirée. » Le rire de Léa sonnait forcé. « Nous voulons que tout soit parfait pour ta journée spéciale. » Alors que le service du dîner commençait, leur anxiété est devenue impossible à cacher. Léa a à peine touché à son saumon, vérifiant constamment son téléphone. Maxime s'est excusé 2 fois pour des appels professionnels, revenant à chaque fois plus agité.
Les agents en civil jouaient leur rôle parfaitement. Le dîneur d'affaires jetait occasionnellement un coup d'œil dans notre direction tout en examinant des documents. Le couple d'anniversaire partageait une conversation tranquille et du vin. Le dîneur solitaire au bar semblait absorbé par son téléphone, mais positionné pour tout voir. Alors que la fête continuait et que d'autres invités arrivaient, j'observais mon fils et ma belle-fille devenir de plus en plus agités. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. Le moment est venu pendant le dessert, alors que notre serveur distribuait des parts du gâteau au chocolat que Hugo avait aidé à choisir. La salle bourdonnait de conversations confortables, les invités partageant des histoires sur mes années dans l'entreprise de construction et se remémorant Elisabeth. C'était exactement le genre de célébration familiale chaleureuse qui aurait dû marquer ce jalon. Au lieu de cela, j'étais sur le point de tout détruire. Je me suis levé lentement, tapant mon verre de vin avec une fourchette jusqu'à ce que les conversations s'éteignent. 23 visages se sont tournés vers moi avec expectative. Amis, voisins, collègues qui étaient venus célébrer ce qu'ils croyaient être simplement le 65e anniversaire d'un homme. Merci à tous d'être ici ce soir, ai-je commencé, ma voix plus stable que prévu. Votre présence signifie plus pour moi que vous ne le savez, surtout depuis la perte d'Elisabeth. Des murmures de sympathie ont parcouru la salle. Au bout de la table, Maxime et Léa étaient assis, figés, leurs visages des masques d'attention forcés. J'avais prévu de donner un discours différent ce soir, ai-je continué, croisant les yeux de mon fils à travers la pièce. Quelque chose sur la gratitude et la famille, sur les bénédictions d'atteindre cet âge entouré de gens que j'aime. La mâchoire de Maxime s'est crispée presque imperceptiblement. Les jointures de Léa étaient blanches, là où elle serrait sa serviette. Mais ce soir, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. J'ai fait une pause, laissant le poids de ces mots s'installer sur la salle soudainement silencieuse. J'ai découvert que mon fils et ma belle-fille ont essayé de m'assassiner. La réaction a été immédiate et explosive. Des halètements ont résonné dans la salle à manger. Des chaises ont raclé contre le parquet alors que les invités se retournaient pour fixer Maxime et Léa. Quelqu'un, je pense que c'était notre voisine, Madame Mercier, a réellement crié. « Papa, de quoi tu parles ?» Maxime s'est levé d'un bond, son visage devenant rouge. « Tu as perdu la tête? C'est ridicule. »« Vraiment ?» J'ai plongé la main dans la poche de ma veste et sorti un petit sac plastique contenant la poudre blanche que René avait analysée. « Ceci est du poison de contact, Maxime. Il était cousu dans le col de cette chemise bleue que toi et Léa avez insisté pour que je porte ce soir. » Léa était devenue complètement pâle, son maquillage de créateur incapable de cacher la terreur dans ses yeux. « Jean-Claude, tu es manifestement confus. Peut-être devrions-nous t'emmener chez un médecin. » Le plan était simple, ai-je continué, ignorant ses protestations. Je porterais la chemise empoisonnée à ma fête d'anniversaire. La substance s'absorberait à travers ma peau au cours de la soirée, provoquant ce qui semblerait être une crise cardiaque naturelle. Un homme de 65 ans célébrant avec de la nourriture riche et du vin, devenant excité. Personne ne le remettrait en question. C'est de la folie. La voix de Maxime s'est brisée de désespoir. « Papa, tu fais une sorte de dépression nerveuse. Nous ne ferions jamais 2,5 millions d'euros, Maxime. » Le chiffre a flotté dans l'air comme une sentence de mort. C'est combien tu as perdu dans cette arnaque aux crypto-monnaies. C'est combien tu dois à des gens qui n'acceptent pas les excuses comme paiement. La couleur a quitté le visage de mon fils. Autour de la salle, nos invités étaient assis dans un silence stupéfait, certains couvrant leur bouche d'horreur, d'autres fixant avec incrédulité. Et 3 millions d'euros, ai-je continué sans relâche. C'est exactement combien vaut ma police d'assurance vie. Avec moi mort, tu pourrais payer tes dettes et avoir encore de l'argent de reste. C'est alors que Léa a craqué. Ce n'était pas censé se passer comme ça, hurla-t-elle.
les larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Maxime allait mourir, ils allaient le tuer s'il ne payait pas. Quel choix avions-nous? Léa, tais-toi! Maxime s'était lancé vers elle, mais c'était trop tard. C'était mon idée, d'accord? Sanglota-t-elle, son sang-froid complètement brisé. Je savais comment faire. Je l'avais déjà fait avant. Ça aurait eu l'air naturel. Personne n'aurait soupçonné quoi que ce soit. Nous étions désespérés. C'est alors que l'inspecteur Moreau et ses agents sont entrés dans la salle à manger, leur badge clairement visible, alors qu'ils se déplaçaient avec une efficacité pratiquée vers Maxime et Léa. « Maxime Dubois, Léa Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre », annonça Moreau, sa voix coupante à travers le chaos. Maxime n'a pas résisté, alors que les menottes cliquaient autour de ses poignets, mais ses yeux ne quittaient jamais les miens. Quand le métal a sécurisé ses mains dans son dos, il m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage et a chuchoté « Papa, je suis désolé, je ne voulais pas que ça arrive ». 3 mois plus tard, j'étais assis au tribunal de grande instance de Lyon, regardant mon fils recevoir sa sentence. Les mots du juge résonnaient « Maxime Dubois, 15 ans de détention ». Léa Dubois, 20 ans en tant qu'architecte principal de cette conspiration. Maxime s'est retourné pour me regarder avant que l'huissier ne l'emmène. Sa combinaison orange pendait lâchement. Il avait perdu du poids pendant les procédures judiciaires. Nos yeux se sont rencontrés et j'ai vu le petit garçon qui courait vers moi quand il s'éraflait le genou, qui construisait des maquettes d'avions à notre table de cuisine. Léa n'a montré aucune vulnérabilité. Elle a gardé le menton haut, cheveux blonds parfaitement coiffés, malgré le fait d'affronter 2 décennies en prison. Maintenant le sang-froid glacial qui avait failli me coûter la vie. Les semaines qui ont suivi ont été les plus sombres depuis la perte d'Elisabeth. Julie a temporairement emménagé avec Thomas et Hugo, prenant congé de son travail d'infirmière. « Papa, tu ne peux pas te blâmer », dit-elle un soir alors que nous regardions Hugo chasser les lucioles. Maxime a fait ses choix. Léa l'a manipulé, mais il a quand même choisi de suivre. Je savais qu'elle avait raison intellectuellement, mais je continuais à revenir aux mêmes questions. Où avais-je échoué en tant que père? Comment avais-je manqué les signes? 6 mois après la sentence, j'ai décidé de rendre visite à Maxime en prison. Le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier était fait de murs en béton, de barbelés et de sinistroses institutionnelles. Maxime avait l'air plus vieux quand ils l'ont amené dans la salle des visites, du gris apparaissant à ses tempes. « Papa, murmura-t-il, je ne pensais pas que tu viendrais. » Je n'étais pas sûr que je le ferais non plus, ai-je admis. Après des minutes de silence, Maxime a commencé à parler précipitamment, comme s'il retenait depuis des mois. Ce n'était jamais censé arriver. J'avais tellement peur, papa. Ces gens ne me menaçaient pas seulement moi. Ils savaient où Julie habitait, où Hugo allait à la crèche. Ils avaient des photos. Il m'a raconté l'investissement en crypto-monnaie, le courtier au bagou facile qui l'avait convaincu de tout risquer. Quand le système s'est effondré, il devait de l'argent à des gens qui collectaient les dettes avec violence. Léa a dit qu'elle connaissait une issue. Elle m'a parlé de son premier mari, comment ça avait marché avant. Elle a fait que ça semblait si simple, si propre. Tu serais juste allé dormir à la fête. Mais ça aurait été un meurtre, Maxime, ai-je dit doucement. Le meurtre de ton père. En regardant cet homme brisé qui avait été autrefois ma fierté, j'ai senti la colère se desserrer et être remplacée par la pitié. « Maxime, » ai-je dit, tendant la main pour toucher la sienne à travers la table, « je te pardonne. » Il a levé les yeux avec des yeux rougis. « Comment peux-tu possiblement me pardonner? Parce que tu es toujours mon fils. Parce que le pardon ne concerne pas ce que tu mérites, il concerne ce que je choisis de porter. » 2 semaines plus tard, j'ai conduit au cimetière de Loyasse, où Elisabeth reposait. J'ai apporté des roses blanches et me suis assis sur notre banc. « Merci, ai-je dit à voix haute, merci pour l'avertissement. Merci de m'avoir sauvé.
Une douce brise a agité les chênes, et pendant un moment j'aurais juré sentir sa main sur mon épaule. Debout devant la tombe d'Élisabeth 6 mois plus tard, j'ai finalement compris que l'amour signifie parfois protéger ceux qui nous sont chers, même depuis l'au-delà. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je vis dans une petite maison à seulement 10 minutes de la famille de Julie. Chaque dimanche, Hugo traverse ma porte d'entrée en courant avec la même énergie débordante, appelant « Papy », alors qu'il me montre ses derniers dessins ou me raconte ses aventures à l'école. Ces moments sont devenus mon encre, me rappelant que la vie continue, que l'amour perdure même après que la trahison a essayé de le détruire. En regardant en arrière sur cette histoire vraie, je réalise à quel point j'étais dangereusement naïf. Pendant 65 ans, j'ai cru que la famille signifiait la sécurité, que les liens du sang garantissaient la loyauté. J'ai fait confiance sans question, aimé sans limite, et j'ai failli mourir à cause de ça. Ne soyez pas comme moi. Ne présumez pas que partager l'ADN signifie partager les valeurs. Même ceux qui nous sont les plus proches peuvent abriter une obscurité que nous n'aurions jamais imaginée. La leçon la plus difficile que j'ai apprise est que parfois les gens qui nous connaissent le mieux sont ceux les plus capables de nous blesser. Ils connaissent nos faiblesses, nos routines, nos angles morts. Maxime savait que je ne le soupçonnerais jamais. Léa savait que je porterais n'importe quel cadeau qu'il me donnerait parce que c'est qui je suis. Un homme qui fait entièrement confiance à sa famille. Mais voici ce que je veux que vous compreniez de ces histoires de grand-père. La trahison ne doit pas vous détruire. Oui, elle vous change pour toujours. Je suis plus prudent maintenant, plus conscient des ombres qui peuvent se cacher derrière des visages familiers. Mais je ne l'ai pas laissé me rendre amer ou fermé à l'amour. Dieu a une façon de nous protéger, même quand nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. L'avertissement d'Élisabeth est venu d'au-delà de ce monde, un rappel que l'amour transcende la mort et que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos moments les plus sombres. Cette intervention surnaturelle a sauvé ma vie et m'a appris que la foi et l'intuition parlent souvent plus fort que la logique. Si vous vivez actuellement votre propre trahison, sachez ceci. La guérison est possible. Le pardon, le vrai pardon, ne consiste pas à excuser ce qu'ils ont fait. Il s'agit de refuser de porter leur poison dans votre cœur. Maxime purgera sa peine, et j'ai fait la paix avec ça, mais je ne laisserai pas ces choix voler mes années restantes ou ma capacité d'aimer. Ces histoires de grand-père ne sont pas seulement du divertissement. Ce sont des avertissements, des leçons, des rappels que la vie peut changer en un instant. Cette histoire vraie a failli se terminer par ma mort, mais est devenue à la place un témoignage de survie, du pouvoir de faire confiance à vos instincts et des façons mystérieuses dont l'amour nous protège. Faites confiance à vos rêves, écoutez votre intuition et rappelez-vous que parfois l'histoire vraie la plus importante que vous entendrez est celle qui vous apprend à tout remettre en question, même la famille. Si cette histoire a touché votre cœur ou ouvert vos yeux, j'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos propres expériences de trahison familiale ou d'avertissement surnaturel. Votre histoire pourrait sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et si ces histoires de grand-père résonnent en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires vraies puissantes qui nous rappellent à tous combien la vie est précieuse et fragile. N'oubliez pas de laisser un like et de commenter d'où vous regardez cette vidéo. Début de la deuxième histoire. Après 5 ans dans le coma, j'avais hâte de surprendre ma femme Carmen chez Dubois Construction, mon entreprise. J'ai franchi les portes d'entrée avec un énorme sourire, prêt à crier « Surprise !» Mais les mots sont morts dans ma gorge quand j'ai entendu la voix d'un étranger résonner dans le hall. « Récure ce sol correctement ou tu sais ce qui va se passer. » À travers le couloir, j'ai vu Carmen à genoux, portant un uniforme de femme de ménage, nettoyant frénétiquement les sols en marbre de notre propre bâtiment. Qui osait forcer ma femme à travailler comme femme de ménage ainsi? J'allais leur faire payer. Avant de révéler ce qui s'est vraiment passé pendant ces 5 années où j'étais inconscient,
Laissez un commentaire me disant d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. La première chose dont je me souviens après 5 ans d'obscurité était la voix du docteur Sébastien Dubois qui se brisait d'incrédulité. « Hélène, venez ici tout de suite, c'est impossible. » Il se tenait au-dessus de mon lit d'hôpital comme si j'étais une sorte de miracle, ce que je suppose être le cas. Après 5 ans dans un état végétatif, l'hôpital Édouard Herriot m'avait rayé depuis longtemps. « Monsieur Torres, dit le docteur Dubois, ses mains tremblant, vous avez été inconscient depuis 2018. Nous appelons ça un miracle médical. » Alors que la conscience revenait, les souvenirs affluaient comme une étreinte chaleureuse. Les gloussements de Sophie résonnant dans notre maison lyonnaise alors qu'elle poursuivait notre Golden Retriever. Le fredonnement doux de Carmen en préparant les déjeuners du dimanche, essuyant la farine de son tablier avec ce beau sourire. C'était l'époque dorée chez Torres Construction, quand j'avais bâti l'entreprise de rien pour en faire la société de construction la plus fiable de Lyon. Chaque soir, je rentrais couvert de sueur, et Carmen me taquinait sur les traces de saleté dans sa maison propre. Sophie courait dans mes bras, ne se souciant pas de la saleté de mes vêtements de travail. Dès que j'ai été autorisé à sortir, je savais exactement où aller. Torres Construction avait été mon œuvre de vie. Et après 5 ans d'absence, j'avais hâte de surprendre mes employés et de voir le visage de Carmen s'illuminer quand j'entrerais. J'ai signé ma sortie contre les protestations du docteur Dubois et pris un taxi directement pour la rue Garibaldi. Mais quelque chose semblait étrange dès que je suis sorti de ce taxi. Le bâtiment avait la même apparence, mais il y avait une nouvelle enseigne où Torres Construction était auparavant. Service d'entretien et nettoyage moraux en grosses lettres noires. Mon estomac s'est serré, mais je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. J'ai poussé les portes d'entrée quand j'ai entendu la voix dure d'un étranger résonner de l'intérieur. « Récure ce sol correctement, ou tu sais ce qui va se passer. » J'ai suivi le son dans le couloir, et ce que j'ai vu a arrêté mon cœur net. Carmen, ma belle et digne Carmen, était à 4 pattes, en train de récurer des cuvettes de toilette avec une brosse usée. Elle portait un uniforme gris délavé avec service d'entretien moraux cousu dans le dos. Ses mains autrefois manucurées étaient rouges et gercées par les produits chimiques de nettoyage. C'était la femme qui organisait des galas de charité qui commandait le respect dans chaque pièce. Maintenant, elle était traitée comme une employée de maison dans notre propre bâtiment. « Papa !» La voix de Damien m'a fait me retourner. Mon gendre est apparu dans l'embrasure, son visage passant rapidement de la surprise à ce qui ressemblait à une joie genuine. « Oh mon Dieu, tu es réveillé, c'est incroyable !» Il s'est précipité en avant, les bras grands ouverts, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux pendant juste une fraction de seconde. Quelque chose qui ne correspondait pas à son sourire enthousiaste. « Carmen, regarde !» Papa est finalement rentré à la maison. Carmen a levé les yeux de son récurage, la terreur indéniable dans ses yeux. Elle s'est précipitée sur ses pieds, laissant tomber la brosse dans un cliquetis. Quand elle s'est penchée pour ce qui ressemblait à une étreinte de bienvenue, ses mots chuchotés m'ont glacé jusqu'aux os. « Gaston, fais semblant de ne te souvenir de rien ou nous serons tous en danger. » Ce soir-là, Carmen nous a ramenés à la maison dans un silence complet, ses jointures blanches contre le volant. La maison que j'avais construite il y a 15 ans dans le quartier de Caluire et Cuire se tenait toujours là, mais tout semblait faux. Le jardin que Carmen entretenait était envahi de mauvaises herbes, la peinture s'écaillait des volets, et la balançoire du porche, où Sophie lisait des histoires avant de dormir, pendait de travers sur des chaînes rouillées. Ce n'était pas la maison familiale chaleureuse dont je me souvenais. Elle semblait froide, comme si le bonheur en avait été systématiquement drainé. À l'intérieur, c'était pire. Des meubles coûteux que je ne reconnaissais pas remplissaient notre salon, tandis que les photos de famille avaient été remplacées par des œuvres d'art génériques. La cuisine où Carmen faisait des gâteaux avait l'air stérile et inutilisée. Tout criait le contrôle de Damien, étouffant la vie de notre sanctuaire. Carmen s'est effondrée sur notre vieux canapé
et a enfoui son visage dans ses mains. Quand elle a levé les yeux, des larmes coulaient sur ses joues alors que l'horrible histoire se déversait. « Les factures médicales, Gaston, » murmura-t-elle, jetant des regards nerveux vers l'escalier. « Après ton accident, elles étaient astronomiques, des centaines de milliers pour des soins spécialisés, des traitements expérimentaux. Je n'avais aucune idée de comment gérer les finances de l'entreprise. Tu t'occupais toujours de tout. » Sa voix s'est brisée. Damien est intervenu, a dit qu'il aiderait à gérer temporairement la construction. Puis il m'a dit que l'entreprise ne pouvait plus se permettre tes dépenses médicales. Elle s'est essuyé le nez avec des mains tremblantes. Il a dit que si je voulais te garder en vie, je devrais travailler pour son service de nettoyage. Service d'entretien moraux. Il a pris le contrôle de tous nos contrats, a dit aux clients que Torres Construction se restructurait. Je n'avais pas le choix. Récurer les sols ou te regarder mourir dans ce lit d'hôpital. La cruauté m'a frappé comme un coup physique. Mon gendre avait transformé ma femme en sa servante, utilisant ma vie comme levier. Et Sophie, ai-je demandé, redoutant la réponse. Le visage de Carmen s'est effondré. Elle est scolarisée à domicile depuis 3 ans. Damien a dit que c'était mieux pendant que tu étais malade. Mais vraiment, il voulait le contrôle. Elle ne peut pas avoir d'amis. Pas de soirée pyjama ou d'événements scolaires. Il lui a dit que si elle se plaignait ou contactait quelqu'un en dehors de la famille, il l'enverrait vivre avec des étrangers et qu'elle ne nous reverrait jamais. Des pas doux dans l'escalier nous ont fait lever les yeux. Sophie est apparue sur le palier et mon cœur s'est brisé. Ma petite fille, autrefois joufflue et énergique, avait maintenant l'air mince et pâle. Ses yeux brillants étaient remplis d'une lassitude qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait porter. Elle a fait un pas hésitant vers le bas, croisant mon regard avec tant de désir que ça m'a fait mal à la poitrine. J'ai commencé à me lever, mais elle a secoué la tête rapidement et s'est retirée à l'étage. Sa porte de chambre se fermant a résonné comme un coup de feu. Carmen a regardé avec des larmes dans les yeux. Elle veut tellement courir vers toi, mais elle est terrifiée. Damien s'en est assuré. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. « Gaston, il y a autre chose à propos de ton accident. Le rapport de police n'a jamais eu de sens. Tu étais un conducteur si prudent. Le temps était parfait ce jour-là. Mais l'enquête s'est close si rapidement et Damien semblait connaître des détails qu'il n'aurait pas dû connaître. » Elle a saisi mes mains désespérément. « Il y a autre chose que tu dois savoir sur ton accident, Gaston. Ce n'était pas vraiment un accident. Le lendemain matin, les mots de Carmen résonnaient dans mon esprit. Si mon accident n'était pas aléatoire, quelqu'un avait délibérément essayé de me tuer. Alors que j'étais assis à fixer un café que je ne pouvais pas boire, un nom a refait surface de mes souvenirs. Warren Lefebvre. Il avait été notre chef d'entretien des véhicules chez Torres Construction pendant 8 ans, avec accès à chaque camion et à mon véhicule personnel. Sa démission soudaine juste après mon accident semblait maintenant suspecte plutôt que coïncidente. Trouver Warren a pris la plus grande partie de la journée. Son appartement était vide, téléphone déconnecté, et les anciens employés n'avaient pas eu de ses nouvelles depuis des années. Finalement, un barman rue de la République a mentionné avoir vu quelqu'un correspondant à sa description au bar du Rhône. Un bar miteux, près des quais de Saône. L'endroit était exactement ce à quoi je m'attendais. Éclairage tamisé, cabine en vinyle fissurée et l'odeur de bière éventée et de rêves brisés. J'ai trouvé Warren penché sur un whisky dans le coin, ayant l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 5. « Mon Dieu !» murmura-t-il en me voyant, son verre tremblant. « Gaston, ils ont dit que tu ne te réveillerais jamais. » Le Warren dont je me souvenais avait été soigné et fiable. Cet homme avait les yeux creux et mal rasés, portant des vêtements qui n'avaient pas été lavés depuis des jours. Je me suis assis en face de lui, gardant ma voix basse. « Warren, je dois te poser des questions sur mon accident. Ma femme pense que ce n'était pas un hasard. » La couleur a quitté son visage, et sa main tremblait si fort qu'il a posé son verre. « Oh mon Dieu !» gémit-il, enfouissant son visage dans ses paumes. J'ai attendu 5 ans pour cette conversation. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues alors qu'il levait les yeux vers moi.
Gaston, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour ce que je t'ai fait. J'ai détruit toute ma vie en y pensant chaque jour. S'il te plaît, pardonne-moi. » Sa voix s'est complètement brisée alors qu'il sanglotait. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je le jure sur la tombe de ma mère, je pensais que c'était juste censé te faire peur. » Les mots se sont déversés comme de l'eau à travers un barrage brisé, après ses excuses désespérées. Damien m'a approché 3 semaines avant ton accident, m'a offert 50 000 € en liquide. Au début, je pensais qu'il plaisantait, mais il m'a montré des relevés bancaires. L'argent était réel. Mon sang s'est glacé alors que Warren continuait. Il voulait que je sabote tes conduites de frein, que ça ressemble à une défaillance mécanique. Il a dit que tu buvais beaucoup, que la famille était inquiète. Il m'a convaincu que c'était une intervention, juste pour te faire peur, et t'amener à chercher de l'aide. La voix de Warren s'est brisée. Mais quand j'ai desserré ses raccords de frein, je savais que ce n'était pas pour faire peur à qui que ce soit. Ces freins allaient lâcher complètement dans la première côte abrupte. L'ampleur complète de la trahison de Damien m'a frappé comme un marteau. Il a planifié ça depuis le début, ai-je dit. L'accident, la prise de contrôle de l'entreprise, le contrôle de ma famille, c'était tout calculé. Warren hocha misérablement la tête. Après l'accident, quand ils ont dit que tu ne te réveillerais peut-être jamais, j'ai réalisé ce que j'avais fait. J'avais aidé à commettre une tentative de meurtre. J'ai démissionné le lendemain. Je ne pouvais pas supporter d'être près de Torre Construction. Je me suis mis à boire depuis, essayant d'oublier. Warren, as-tu des preuves? Quelque chose qui pourrait prouver que Damien t'a payé? Les yeux de Warren se sont illuminés d'un espoir désespéré. Oui, j'en ai, mais pas ici. Il s'est levé instable. C'est de retour chez moi, dans un box de stockage à Villeurbanne. J'ai tout gardé caché là-bas. Relevé bancaire, enregistrement, photos, tout. Il a saisi mon bras avec urgence. Viens avec moi maintenant. Je vais tout te montrer. Je témoignerai contre lui, monsieur Torres. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. J'ai tout ce qu'il nous faut pour le détruire. Avec les preuves de Warren sécurisées, nous savions que nous avions les munitions pour détruire Damien, mais j'avais besoin de conseils professionnels pour les utiliser efficacement. Warren a suggéré maître Alexandre Martin, un avocat éminent dont le cabinet du centre-ville occupait le dernier étage de la tour Pardieu. Martin avait bâti sa réputation en faisant tomber des cadres corrompus et n'avait jamais perdu un procès de fraude d'entreprise. Maître Alexandre Martin était exactement ce à quoi je m'attendais. Cheveux argentés, yeux perçants, portant un costume qui coûtait plus que la voiture de la plupart des gens. Il a étalé les preuves de Warren sur sa table de conférence comme un général planifiant une campagne militaire. « Messieurs, dit-il après avoir examiné les relevés bancaires et les conversations téléphoniques enregistrées, c'est le cas de tentative de meurtre et de fraude d'entreprise le plus solide que j'ai vu en 25 ans. » Il a brandi un enregistrement audio où la voix de Damien était cristalline, discutant du sabotage des freins. Ceci seul l'enverrait en prison pour 15 à 20 ans. Ajoutez les dossiers financiers montrant le détournement systématique de Torres Construction et nous parlons de plusieurs condamnations pour crime. Martin s'est adossé avec un sourire prédateur. Non seulement nous récupérerons votre entreprise, monsieur Torres, mais nous nous assurerons que Moreau passe des décennies en prison fédérale. Warren s'est agité nerveusement. Et ma participation? J'ai vraiment saboté les freins. Martin a balayé d'un geste désinvolte. Vous témoignerez sous immunité en tant que témoin coopérant. Votre coopération vous gardera hors de prison, bien que vous affrontiez une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Notre prochaine étape était la police judiciaire de Lyon sur le quai de la Pêcherie, où l'inspecteur Vincent Rousseau a examiné nos preuves avec une précision méthodique. Rousseau était trapu, avec des tempes grises et le regard usé de quelqu'un qui avait vu tous les types de cruauté humaine. « C'est de l'or massif », dit-il en tapotant les documents financiers. « Tentative de meurtre, fraude, détournement de fonds. Nous pouvons arrêter Moreau ce soir. »
Mais Martin avait une meilleure idée. « Inspecteur, et si nous laissions Moreau se pendre publiquement d'abord? Demain, Torres convoquera une réunion d'urgence du Conseil. Warren apparaît comme témoin surprise et donnera à Moreau une chance de tout avouer et restituer volontairement. » Rousseau hocha la tête avec approbation. « Quand il refusera ce qu'il fera, nous aurons tout sur enregistrement. S'il essaie de fuir ou de détruire des preuves, nous ajoutons l'obstruction à la justice. » La stratégie était brillante. Nous confronterions Damien dans son moment de triomphe, entouré de l'entreprise qu'il avait volée, avec le témoignage de Warren détruisant ses mensonges, pièce par pièce. Martin serait là en tant que conseiller juridique, Rousseau aurait des unités de renfort prêtes à l'extérieur, et Warren porterait le coup décisif avec les preuves enregistrées. Ce soir-là, assis dans notre salon à caluire et cuire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé en 5 ans. Un véritable espoir. Demain, j'affronterai l'homme qui avait essayé de m'assassiner, qui avait asservi ma femme et terrorisé ma fille. Mais cette fois, je ne serai pas impuissant dans un lit d'hôpital. Cette fois, j'aurai la justice de mon côté. Carmen a serré ma main alors que nous regardions le coucher du soleil. « Es-tu prêt pour ça ?» J'ai pensé au remords de Warren, à la confiance de Martin, à l'autorité de Rousseau. Demain, nous reprenons ce qui nous appartient légitimement, Carmen. Justice sera rendue. La salle de conférence de Torres Construction n'avait jamais rien vu de tel. J'ai franchi ses portes en verre familières à exactement 10 heures, un mardi matin, portant mon meilleur costume anthracite et me portant comme le PDG que j'avais toujours été. Warren suivait de près, serrant une mallette pleine de preuves qui allaient tout changer. Les membres du conseil d'administration, des hommes qui avaient travaillé avec moi pendant des années avant mon accident, ont levé les yeux dans un silence stupéfait alors que je prenais place à la tête de la table de conférence. Damien était assis figé dans mon ancienne chaise, son visage passant par le choc, la confusion et une terreur croissante alors que ses yeux se verrouillaient sur Warren. « Quoi? Qu'est-ce qu'il fait ici ?» bégaya Damien, son assurance habituelle se fissurant comme de la glace fine. La couleur avait quitté son visage alors que Warren posait sa mallette et commençait à sortir des dossiers manille. « Messieurs, ai-je annoncé aux 5 membres du conseil. J'aimerais présenter de nouvelles preuves concernant mon accident il y a 5 ans. » Maître Alexandre Martin est entré dans la pièce derrière nous, sa présence ajoutant un poids juridique à notre confrontation. Warren Lefebvre, notre ancien chef d'entretien des véhicules, a quelque chose d'important à partager avec vous tous. Les mains de Warren tremblaient alors qu'il se levait, mais sa voix est devenue plus forte avec chaque mot. Il y a 5 ans, Damien Moreau m'a payé 50 000 € pour saboter le système de freinage de M. Torres. La salle de conférence a explosé en halètements et murmures furieux. Warren a brandi un enregistreur numérique. J'ai notre conversation entière enregistrée, incluant ses instructions spécifiques sur comment faire échouer l'accident pour qu'il ressemble à une défaillance mécanique. Il a appuyé sur lecture, et la voix de Damien a rempli la pièce avec une clarté cristalline. Assure-toi que ses freins lâchent complètement dans la première côte qu'il prend. Ça doit ressembler à un accident, Warren. Personne ne peut jamais remonter ça jusqu'à nous. L'enregistrement a continué pendant plusieurs minutes accablantes, Damien discutant des calendriers de paiement et des procédures de nettoyage. Ce n'est pas tout, continua Warren en étalant des relevés bancaires sur la table. Voici les virements montrant les paiements de Damien sur mon compte, et voici des photos montrant les dommages aux freins avant que je falsifie les rapports de réparation. Damien a finalement trouvé sa voix, mais elle est sortie comme un murmure désespéré. Vous ne pouvez rien prouver. Warren est un ivrogne, un menteur, tout ça est fabriqué. Martin s'avança avec un sourire prédateur. Monsieur Moreau, nous avons également des preuves de détournement de fonds systématique des comptes de Torres Construction, de contrats frauduleux et d'usurpation d'identité. Le FBI sera très intéressé par votre comptabilité créative. Les membres du conseil fixaient Damien avec dégoût et horreur. Thomas Mercier, notre membre le plus ancien,
parla pour tout le monde. « Damien, tu dois démissionner immédiatement et rendre le contrôle de cette entreprise à son propriétaire légitime. » Acculé et exposé, les épaules de Damien se sont affaissées en défaite. Avec des mains tremblantes, il a signé les papiers de démission que Martin avait préparés, transférant officiellement toute autorité vers moi. L'homme qui avait essayé de m'assassiner, qui avait asservi ma femme et terrorisé ma fille, était finalement dépouillé de son pouvoir volé. Mais alors que Damien rassemblait ses affaires pour partir, sa posture défaite s'est redressée en quelque chose de plus sombre. À la porte de la salle de conférence, il s'est retourné avec des yeux pleins de haine pure. « Ce n'est pas fini, vieillard », cracha-t-il, son masque de civilité complètement tombé. « Tu penses avoir gagné, mais tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Tu vas le regretter. » La porte a claqué derrière lui avec une telle force que la table de conférence a tremblé. Warren s'est effondré dans sa chaise, émotionnellement épuisé par ses aveux. Les membres du conseil étaient assis dans un silence stupéfait, traitant la révélation que leur entreprise avait été dirigée par un meurtrier potentiel pendant 5 ans. J'aurais dû me sentir victorieux, mais les mots d'adieu de Damien résonnaient dans mon esprit comme un avertissement. Cette bataille était gagnée, mais quelque chose me disait que la guerre était loin d'être terminée. La semaine suivant notre victoire, en salle de conférence, ressemblait à un retour dans une vie que j'avais cru perdue à jamais. La transformation de Carmen a été immédiate et magnifique. Le matin après la démission de Damien, elle est entrée dans notre chambre, portant l'uniforme gris de service d'entretien moraux qu'elle avait été forcée de porter pendant 3 ans. Sans un mot, elle l'a jeté dans la cheminée et a craqué une allumette. Alors que le tissu brûlait, des larmes de soulagement coulèrent sur son visage. « Je n'aurais plus jamais apporté ça », murmura-t-elle. Elle s'est replongée dans le fait d'être la femme que j'avais épousée, organisant notre foyer, cuisinant des repas élaborés et redevenant la mère dont Sophie avait désespérément besoin. Son rire est revenu, remplissant notre maison à caluire et cuire de chaleur. Elle a recommencé à s'occuper de son jardin, plantant des fleurs là où la négligence n'avait laissé que des mauvaises herbes. Le changement le plus précieux a été de regarder Sophie émerger de sa coquille de peur. 3 jours après avoir récupéré Torres Construction, elle a frappé au cadre de porte de mon bureau. « Papa, on peut parler ?» Pendant 2 heures, ma fille de 12 ans m'a raconté son cauchemar. Comment Damien l'avait isolée de ses amis, prétendant qu'elles étaient de mauvaises influences. Comment il l'avait convaincue que parler à quelqu'un en dehors de la famille résulterait en son envoi définitif. Il avait l'habitude de se tenir devant ma porte de chambre la nuit, dit-elle doucement, sans rien dire, juste en écoutant, s'assurant que je savais qu'il regardait. J'ai gardé ma voix douce malgré ma rage. « Ma chérie, ça n'arrivera plus jamais. Tu es en sécurité maintenant. » Son visage s'est illuminé du premier vrai sourire que j'avais vu depuis mon réveil. « Vraiment? Je peux retourner à l'école normale? Avoir des soirées pyjama? » « Absolument. Nous t'inscrirons au collège de la Croix-Rousse le mois prochain. » Nos conversations de dîner sont devenues des moments forts quotidiens. Sophie bavardait sur les livres qu'elle voulait lire, les amis qu'elle espérait se faire, les activités qu'elle avait manquées pendant son isolement. Carmen partageait ses plans de redécoration, effaçant toute trace de la présence de Damien. Je me suis retrouvé à rire plus que je ne l'avais fait depuis des années. Un soir, assis sur notre porche avant, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes en or et violet, j'ai réalisé quelque chose de profond. Torres Construction avait toujours semblé être ma plus grande réussite. Mais avec la tête de Carmen sur mon épaule et Sophie lisant à côté de nous, j'ai compris que mon vrai succès était ceci. Ma famille entière est heureuse à nouveau. « Papa », dit Sophie en levant les yeux de son livre, « je suis contente que tu te sois réveillée. Moi aussi, ma chérie, ce moment parfait aurait dû être un avertissement. Un bonheur aussi complet semblait presque trop beau pour être vrai. Mon instinct s'est avéré correct quand Sophie n'est pas rentrée de son cours de soutien mardi soir.
Carmen a appelé le tuteur à 18h30. Sophie était partie à 16h01 comme d'habitude. À 19h01, quand notre fille n'avait toujours pas franchi la porte d'entrée, le visage de Carmen était devenu pâle de panique. « Gaston !» dit-elle, sa voix tremblant alors qu'elle tenait son téléphone. Sophie ne répond pas à son portable. Ça va directement sur messagerie. Mon sang s'est glacé alors que les mots d'adieu de Damien résonnaient dans ma mémoire. « Tu vas le regretter. » Le téléphone a sonné à exactement 20h15, coupant à travers le silence tendu dans notre salon comme une lame. Carmen et moi avons tous les deux fixé l'identification de l'appelant, montrant un numéro inconnu, mais nous savions qui c'était avant que je réponde. « Bonjour Gaston. » La voix de Damien était calme, presque joyeuse, ce qui la rendait infiniment plus terrifiante. « Je suppose que tu te demandes où est ta précieuse petite fille en ce moment. » Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. « Si tu lui as fait du mal, je jure devant Dieu. » « Elle est parfaitement en sécurité, » interrompit Damien. « Pour l'instant. Mais ça pourrait changer très rapidement selon ta coopération. Tu vois, nos petites théâtralités en salle de conférence la semaine dernière ont été assez embarrassantes pour moi. J'ai dû faire quelques ajustements à mes plans. » Carmen a saisi mon bras, son visage blanc de terreur, alors qu'elle écoutait mon côté de la conversation. « Qu'est-ce que tu veux, Damien ?» Son rire était froid et mécanique. « Je veux que tu viennes à Torres Construction seul. Apporte tous les enregistrements et preuves de Warren, plus des documents signés transférant l'entreprise vers moi de façon permanente. Tu as 1 heure. Et si je ne le fais pas, alors Sophie ne rentrera pas dîner demain. Ni jamais. » La ligne est restée silencieuse un moment avant qu'il continue. « Oh Gaston, si je vois des voitures de police, le moindre signe que tu as contacté les autorités, ta fille meurt immédiatement. Ceci est entre toi et moi maintenant. » L'appel s'est terminé, nous laissant dans un silence dévastateur. Carmen s'est effondrée sur le canapé, sanglotant incontrôlablement. « Il va la tuer. Il va tuer notre bébé. » Je me suis agenouillé à côté d'elle, me forçant à penser clairement malgré la panique qui me griffait la poitrine. « Carmen, écoute-moi. Nous ne sommes pas impuissants ici. J'ai un plan, mais j'ai besoin que tu sois forte pour Sophie. » À travers ses larmes, elle a hoché la tête. « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» J'ai expliqué rapidement mais avec soin. Je vais aller à Torres Construction, mais je n'y vais pas à l'aveugle. Quand j'arrive et confirme l'emplacement de Sophie, je t'enverrai un SMS avec exactement un mot. D'accord. Au moment où tu reçois ce texto, tu attends exactement 15 minutes. Puis tu appelles l'inspecteur Rousseau immédiatement. Dis-lui que Damien a Sophie à Torres Construction et que je suis à l'intérieur en train d'essayer de négocier. Pourquoi 15 minutes? Pourquoi ne pas appeler tout de suite? Parce que j'ai besoin de temps pour éloigner Sophie du danger immédiat. Si les sirènes de police commencent à hurler à la seconde où j'entre, Damien pourrait paniquer et lui faire du mal. 15 minutes me donnent une chance d'évaluer la situation et, espérons-le, de la mettre en sécurité. Carmen s'est essuyé les yeux, ses instincts maternels dominant sa peur. Et si quelque chose tourne mal? Et si 15 minutes ne suffisent pas? J'ai embrassé son front, essayant de projeter une confiance que je ne ressentais pas entièrement. Alors l'inspecteur Rousseau saura exactement où nous trouver. De toute façon, ça se termine ce soir. Le trajet vers Torres Construction a semblé être les 20 minutes les plus longues de ma vie. Le quartier industriel était étrangement silencieux à 21h un mardi soir, avec seulement des lampadaires épars illuminant des parkings vides et des bâtiments assombris. Ma propre entreprise avait l'air sinistre dans l'obscurité, comme un piège attendant de se refermer. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient de plus stables que prévu, alors que je tapais le message qui sauverait ma fille ou nous ferait tous les deux tuer. D'accord. Le mot a disparu dans le cyberespace, et quelque part à travers la ville, Carmen commencerait son propre compte à rebours de 15 minutes. L'entrée principale était déverrouillée, ce qui aurait dû être mon premier avertissement.
Je suis entré dans le hall que j'avais traversé des milliers de fois, mais ce soir, il ressemblait à l'entrée d'un tombeau. L'ascenseur attendait, portes ouvertes, comme si Damien avait anticipé chacun de mes mouvements. L'odeur m'a frappé au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 3e étage. L'odeur âcre et piquante du gaz naturel remplissant l'air. Mon cœur a martelé contre mes côtes alors que je suivais l'odeur dans le couloir vers mon ancien bureau. À travers les portes vitrées, je pouvais voir une seule lumière brûlant. Et là, attachée à une chaise au centre de la pièce, était Sophie. J'ai poussé les portes vitrées dans ce qui était mon bureau, et les yeux de Sophie remplis de larmes ont rencontré les miens à travers la pièce. Elle était attachée à une chaise avec une corde épaisse, du ruban adhésif sur sa bouche, mais elle était en vie. C'était tout ce qui comptait en ce moment. Bienvenue à ta fête de retraite, Gaston. Damien est sorti de derrière mon ancien bureau, pointant un pistolet chromé directement sur ma poitrine. Il avait l'air différent, débraillé, déséquilibré, avec la lueur désespérée d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. J'ai planifié ce moment toute la semaine. Tu m'as humilié devant le conseil, m'a coûté tout pour quoi j'avais travaillé. Maintenant, c'est l'heure de la revanche. Il a fait un geste vers un dossier manille sur le bureau. Signe ces papiers, transférant Torres Construction vers moi de façon permanente. Puis, mets-toi à genoux et excuse-toi d'avoir ruiné ma vie. L'odeur de gaz était accablante maintenant, me faisant pleurer les yeux et me donnant le vertige. J'ai regardé autour de la pièce et remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Les grilles de ventilation avaient été scellées avec du ruban adhésif et je pouvais entendre le sifflement régulier de gaz s'écoulant de quelque part derrière les murs. « Tu ne prévois pas de nous laisser partir, n'est-ce pas ?» ai-je dit, gagnant du temps en calculant combien de minutes s'étaient écoulées depuis que j'avais envoyé le SMS à Carmen. Peut-être 8 ou 9, j'avais besoin de garder Damien en train de parler. Son rire était maniaque. « Te laisser partir ? Oh, Gaston, tu ne comprends vraiment pas. Ce bâtiment entier va être un accident tragique. Fuite de gaz. Explosion terrible. Père et fille tous deux tués en essayant de négocier avec un homme désespéré. Au moment où les pompiers trieront les décombres, toutes les preuves de Warren seront en cendres. Et je serai parti depuis longtemps avec une nouvelle identité. » C'est alors que j'ai réalisé l'étendue complète de sa folie. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était son plan d'évasion. Avec moi mort et toutes les preuves détruites, il pourrait disparaître et recommencer ailleurs. Le seul problème, ai-je dit en me rapprochant de la chaise de Sophie, c'est que tu es toujours ici aussi. Comment comptes-tu exactement survivre à ta propre explosion au gaz? Pendant juste une fraction de seconde, l'incertitude a vacillé sur son visage. Et c'était toute l'ouverture dont j'avais besoin. J'ai plongé en avant, le plaquant à la taille, et nous en voyant tous les deux s'écraser dans les classeurs. Le pistolet a volé de sa main, glissant sur le sol. Damien était plus jeune et désespéré, mais je me battais pour la vie de ma fille. Nous avons roulé sur le sol, échangeant des coups et luttant pour le contrôle. Derrière nous, j'ai entendu Sophie faire des sons étouffés à travers son ruban, et quand j'ai jeté un coup d'œil, je l'ai vue travailler frénétiquement pour libérer ses mains des cordes. « Papa, attention !» La voix de Sophie a résonné clair. Elle avait retiré le ruban de sa bouche. La mienne avait saisi un coupe-papier parmi les fournitures de bureau éparpillées et le balançait vers mes côtes. J'ai attrapé son poignet juste à temps et nous avons lutté pour l'arme improvisée. C'est alors que le plus beau son que j'ai jamais entendu a rempli le bâtiment. Des sirènes de police devenant plus fortes à chaque seconde. Exactement 15 minutes s'étaient écoulées et Carmen avait suivi le plan parfaitement. « Non !» hurla Damien, réalisant que son crime parfait s'effondrait. « Tu as appelé, tu as tout ruiné !» La porte du bureau a explosé alors que l'inspecteur Rousseau et 2 agents en uniforme se sont précipités, armes tirées. « Lâchez l'arme, au sol maintenant !» Damien a lâché le coupe-papier et levé les mains, son visage se contorsionnant de rage et de défaite. Alors que les agents le menottaient, j'ai couru vers Sophie et fini de défaire ses cordes.
Carmen est apparue dans l'embrasure, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle courait nous embrasser tous les deux. « Nous devons évacuer immédiatement !» cria Rousseau par-dessus le sifflement croissant du gaz. « Tout cet étage est sur le point d'exploser. » Nous avons couru vers les escaliers, Carmen serrant Sophie pendant que j'aidais Rousseau à traîner le Damien menotté. Nous venions d'atteindre le parking quand Torres Construction a explosé dans une boule de feu massive qui a illuminé l'horizon lyonnais. Damian gisait sur l'asphalte, brûlé et brisé, mais vivant pour affronter la justice. Alors que je serrais ma famille, regardant mon entreprise brûler, j'ai réalisé que je n'avais jamais été plus heureux de perdre un bâtiment de ma vie. 6 mois plus tard, je me tenais dans le hall de notre nouveau siège social rue de la Villette, regardant le soleil du matin entrer à flot à travers les grandes baies vitrées qui avaient remplacé les vieux murs de briques de notre bâtiment détruit. La structure élégante, en acier et verre, s'élevait sur 12 étages dans le ciel lyonnais, un témoignage de résilience et de renaissance. Au-dessus de l'entrée principale, des lettres élégantes éplaient Torres et Carmen Construction, un nom qui honorait la femme qui avait tout sacrifié pour maintenir notre famille ensemble. La décision de faire de Carmen ma partenaire commerciale à part entière n'était pas juste symbolique. Au cours des 6 derniers mois, elle s'était jetée dans l'apprentissage de chaque aspect de la gestion de la construction, suivant des cours à l'École centrale de Lyon et obtenant sa licence d'entrepreneur. La femme, qui s'excusait autrefois de ne pas comprendre les finances d'entreprise, examinait maintenant les budgets avec la précision d'un cadre chevronné. Elle s'était transformée d'une victime effrayée en une femme d'affaires formidable qui commandait le respect dans chaque salle de conférence qu'elle entrait. « Papa, regarde ça !» La voix excitée de Sophie a résonné à travers notre nouvelle salle de conférence alors qu'elle étalait des dessins architecturaux sur la table. À 13 ans, ma fille avait développé une passion pour le design de bâtiments qui rivalisait avec la mienne. Le traumatisme de son enlèvement avait été remplacé par une confiance inébranlable et un rêve de devenir architecte. Elle passait ses week-ends sur les chantiers, portant un casque et posant à nos contremaîtres des questions détaillées sur l'ingénierie structurelle. La fille effrayée et isolée que Damien avait essayé de briser était maintenant une adolescente vibrante avec des projets pour changer l'horizon de Lyon. La justice avait été rapide et décisive pour Damien Moreau. Les preuves fournies par Warren, combinées aux accusations de tentative de meurtre de notre confrontation finale, avaient abouti à une condamnation de 25 ans en prison fédérale. Le juge avait été particulièrement sévère, notant que les crimes de Damien représentaient une trahison calculée de la confiance familiale qui frappe au cœur de la décence humaine. Il passerait le prochain quart de siècle dans une installation de sécurité maximale, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais cette histoire n'est pas vraiment à propos de la vengeance ou de la justice. Elle parle des liens incassables de la famille et du pouvoir de l'espoir de surmonter même les circonstances les plus sombres. Pendant 5 ans, je suis resté inconscient pendant que le mal prenait racine dans ma maison. Mais l'amour s'est avéré plus fort que la haine. Le dévouement sacrificiel de Carmen m'a gardé en vie. Le courage de Sophie l'a aidé à survivre à la torture psychologique. La culpabilité de Warren l'a finalement conduit à la rédemption et nous a aidés à récupérer nos vies. Debout dans notre nouveau bâtiment, entouré de la famille que j'avais failli perdre à jamais, j'ai compris quelque chose de profond sur la nature du succès. Torres Construction avait toujours été à propos de créer des fondations solides pour les bâtiments, pour les carrières, pour les communautés. Mais la fondation la plus importante que j'avais jamais construite n'était pas faite de béton et d'acier. Elle était faite de confiance, de sacrifice et d'amour inconditionnel. Aujourd'hui, Carmen et moi travaillons côte à côte, construisant non seulement des structures, mais un héritage pour Sophie. Notre fille parle avec enthousiasme de rejoindre l'entreprise familiale un jour, apportant des idées fraîches et une énergie juvénile pour continuer notre mission.
Le nom Torres perdurera, plus fort que jamais. Si vous affrontez vos propres circonstances impossibles, souvenez-vous de ceci. Peu importe à quel point les choses semblent sombres, peu importe à quel point vos ennemis semblent puissants, ne sous-estimez jamais la force qui vient du fait de se battre pour les gens que vous aimez. La famille n'est pas juste une question de sang. Il s'agit des gens qui restent à vos côtés quand tout s'effondre et vous aident à reconstruire à partir des cendres. L'esprit humain est remarquablement résilient. Avec l'espoir, la détermination et le soutien de ceux qui comptent le plus, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et créer quelque chose de beau, même à partir de la perte la plus dévastatrice. N'abandonnez pas. Votre histoire de retour attend d'être écrite. En regardant en arrière sur ce voyage, je réalise à quel point j'ai été près de tout perdre ce qui comptait vraiment. Pendant 5 ans, je suis resté inconscient pendant que ma famille souffrait en silence. Ne faites pas mon erreur. Ne présumez pas que vos proches sont en sécurité juste parce que vous faites confiance aux gens autour d'eux. Et ne sous-estimez jamais comment le mal peut se déguiser en aide. Cette histoire vraie m'a appris que Dieu a une façon de nous ramener à la maison quand nous sommes le plus nécessaire. Je crois que le Seigneur a guidé mon réveil miraculeux au moment exact, tout comme il nous guide tous à travers nos heures les plus sombres. Parfois, ce qui ressemble à une coïncidence est en fait une intervention divine travaillant dans nos vies. La situation avec Damien m'a rappelé que le mal porte souvent un visage familier, mais Dieu voit tout, et la justice trouve toujours son chemin vers ceux qui s'attaquent aux innocents. Quand j'ai vu Sophie effrayée de son propre grand-père, j'ai compris le véritable coût de mon absence. Mais l'amour de Dieu a une façon de guérir même les blessures les plus profondes. Cette histoire vraie aurait pu se terminer tragiquement si je m'étais réveillé même quelques semaines plus tard. La plus grande bénédiction n'était pas de récupérer Torres Construction. C'était d'entendre Sophie m'appeler papy, avec un véritable amour dans sa voix. Ces histoires de grand-père nous rappellent qu'être présent est le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir à nos familles. Si cette histoire vraie a touché votre cœur, s'il vous plaît, partagez vos propres expériences familiales dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires inspirantes qui célèbrent les liens incassables de l'amour familial. Mettez un like à cette vidéo et dites-nous d'où vous regardez. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Ces histoires de grand-père ne sont pas juste du divertissement. Ce sont des avertissements, des leçons, des rappels que la vie peut changer en un instant. Cette histoire vraie a failli se terminer par ma mort, mais est devenue à la place un témoignage de survie, du pouvoir de faire confiance à vos instincts et des façons mystérieuses dont l'amour nous protège. Faites confiance à vos rêves, écoutez votre intuition et rappelez-vous que parfois l'histoire vraie la plus importante que vous entendrez est celle qui vous apprend à tout remettre en question, même la famille. La vigilance, la foi et l'amour inconditionnel sont nos meilleures défenses contre ceux qui voudraient nous trahir. Merci d'avoir regardé Les Conseils de Papy. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter d'où vous nous regardez. À bientôt pour une nouvelle histoire de grand-père qui, je l'espère, vous inspirera et vous rappellera la force de l'amour familial. I'm here. I can get you, I think. I've lied. Don't use the glider. Glider is a pile of dog shit. Jesus Christ. I thought it would be like a proper glider. Oops. What? It's always trying to steal my bagel. You're still eating that bagel? Yeah, I ate about Jesus. half of it. I know, I eat some.
You know how Mario gets the raccoon suit? It doesn't make him fly, but like slowly glide down. Yeah, we learned the hard way. Where the fuck is the? Oh. Is this not it? Ow. Oh shit. Is that an entrance? Yeah. Oh. I knew that. That's why I went down here. Something tells me you're gaslighting me. No. Never do such a thing. You must be Crane. Yeah, I can see you Is through that the you? security cameras. Yeah, that's me. Name's Crane. Use the elevator. Push the button for the bottom floor. Got it. You use a little glider when you go from building to building. Fair enough. It's a special elevator. Oh, never mind. With Zera's research, Dr. Thought it was actually going to start going down. I was sad to hear about Dr. Zera. He and I were thrilled to get the chance to study the Haran virus. And not to mention the GRE paid us quite handsomely. Oh, by the way, we're on backup power now, so we have minimal functionality. I needed extra power for my last experiment, and the Wait, it is going generators down. overheated Uh-oh. and shut Something down. bad's going to happen. I agree, to be honest.